C, D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitellers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Kim Beringer, coach en marketing stratégique et photographe culinaire chez My Sweet Discoveries, qui va nous expliquer comment générer de nouveaux prospects pour le lancement d'un e-book. Un bon exemple du A d'Analytics. Hello Kim, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Hello Ophélie, merci à toi de m'accueillir, ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Pour la petite histoire, Kim et moi, en fait, on s'est rencontrés à l'école il y a déjà plusieurs années. Mais par la suite, elle a étudié à l'EHL avant de travailler dans des multinationales. Kim a choisi finalement de se lancer à son compte dans le domaine de la photographie culinaire et du coaching en marketing. Et en fait, elle a lancé un projet de book que du coup, tu m'as offert. Peut-être qu'on peut commencer par ça. Tu peux nous en dire plus sur ce projet que tu as lancé, quel était le concept et toutes les activités marketing en fait, que tu as pu mener pour l'aboutissement de ce projet. Génial, écoute, avec plaisir. Donc let's go, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ce fameux projet, en fait, c'est le projet d'un book que j'ai appelé Book Our Sweet Christmas, tout simplement parce qu'en fait c'est un livre que j'ai créé pour les fêtes de fin d'année. Donc en fait le projet a débuté en octobre 2020. Je venais en fait finalement de ne plus être liée à mon ancien employeur, donc je travaillais à l'époque chez L'Oréal. Et j'avais déjà débuté en fait un blog culinaire depuis quelques années. Et en fait, on était en pleine crise Covid. Et moi, j'avais vraiment à cœur en fait de pouvoir aider les personnes, on va dire, les plus en besoin à cette époque-là, en fait, sur le domaine alimentaire. Donc en fait, j'ai eu envie de faire un projet en faveur d'une fondation, d'une association qui soit liée au domaine alimentaire. Et je me suis intéressée à la fondation Partage. Et j'ai eu envie vraiment de faire un projet pour soutenir cette fameuse fondation. Donc ensuite j'ai réfléchi et j'ai décidé de créer un livre de Noël. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé en fait Our Sweet Christmas. Donc pourquoi Sweet? Tout simplement parce que mon blog s'appelle My Sweet Discoveries, donc j'ai voulu rester dans cet univers. Et Our pour le côté un petit peu fédérateur parce que c'était pas uniquement mon livre à moi. Et en fait, ce livre regroupait différentes catégories, des recettes de fêtes, des inspirations de shopping local, justement avec mise en avant de commerçants locaux, donc genevois, parce que ça aussi, ça faisait partie de ma volonté, des inspirations déco, une section également pour les enfants. Et le but, en fait, c'était vraiment d'une part de pouvoir soutenir une fondation, parce que 50% des bénéfices réalisés étaient reversés à la fondation Partage, et d'autre part aussi de pouvoir mettre un petit peu en avant, on va dire un peu le patrimoine local, les commerçants qui ont été aussi impactés par cette crise Covid. Et en fait, au début, le projet était uniquement de créer un book digital, et finalement, au fur et à mesure de l'évolution du projet, j'ai décidé aussi de créer un livre papier. Donc ça devait être un projet relativement petit, et finalement, ça s'est transformé en livre, format quand même magazine, mais de plus de 150 pages. Donc voilà, en fait, c'était finalement un projet qui a pris pas mal d'ampleur, mais c'était vraiment génial pour moi et hyper vraiment chouette de pouvoir créer un projet dans le domaine alimentaire et surtout avec des causes qui me tenaient à cœur. Et en fait, je me demandais justement, d'un point de vue marketing, quelles ont été toutes les étapes qui t'ont permis de mener à bien ce projet? Parce qu'en fait, voilà, comme tu le décris, on a l'impression que c'est une idée et que tu as lancé un book, mais en fait, derrière, il y a beaucoup de partenariats, beaucoup de collaborateurs, travailler aussi avec une association. Donc, si tu pouvais nous en dire plus. Bien sûr, avec plaisir. Alors c'est vrai que finalement, j'en parle comme ça, comme tu disais, de manière un petit peu détendue. J'avoue qu'il y a quand même eu énormément de travail derrière, beaucoup de travail aussi que j'ai sous-estimé, ça c'est un peu mon problème. Enfin, c'est une force et une faiblesse à la fois parce que parfois je suis un peu trop optimiste. Donc j'ai tendance un peu à sous-estimer le travail et à rajouter de la complexité. Donc d'ailleurs, petit tips, un petit conseil pour les personnes qui nous écoutent, quand vous commencez en fait, quand vous vous lancez dans un nouveau projet, essayez de ne pas non plus voir trop grand tout de suite, parce qu'en fait le projet sera quand même de toute manière plus complexe que ce que vous envisagez de prime abord. Donc ça c'est le premier conseil. Et en ce qui concerne les étapes, alors tout d'abord j'ai commencé en fait par la phase de recherche de prospects. Donc en fait là quand je parle de prospects, c'est vraiment finalement les commerçants
qui allait être mise en avant en fait dans ce book, donc qui allait bénéficier d'une page d'article avec des photographies, etc., donc d'une visibilité, non seulement en fait au sein du book, mais également à travers mon compte Instagram. Et en fait, ça, c'est justement aussi un autre canal qui m'a vraiment aidée, en fait, parce que j'avais lancé mon compte Instagram en 2018 et j'ai aussi utilisé en fait ça pour vendre ce projet, pour proposer ce projet à mes prospects en leur proposant aussi justement une visibilité locale. Donc en fait, moi, je me considère comme une micro-influenceuse. Donc évidemment, on a la différence entre micro-influence et macro-influence. Tout simplement, en fait, ça va dépendre de la taille de votre audience. C'est difficile de donner des chiffres précis tout simplement parce que ça varie énormément d'un pays à l'autre. Donc par exemple, en Suisse, on peut estimer que la micro-influence, par exemple, ça va être à peu près en dessous de 15 000 abonnés. Après, ça dépend, il y a énormément de versions différentes. Vous pouvez trouver des personnes qui vous disent des chiffres différents. Mais bon, en gros, en Suisse, en général, on considère qu'un micro-influenceur a moins de 15 000 abonnés et un macro-influenceur en a plus. Après, bien sûr, si vous allez à Paris, un micro-influenceur, il aura plutôt dans les 100 000 abonnés et macro, ça sera plutôt plus de 500 000. Donc évidemment, tout est très différent. En Suisse, sachant qu'on n'a pas encore énormément de gros influenceurs, forcément, l'échelle n'est pas la même. Donc bref, du coup, la première étape, ça a vraiment été la recherche de prospects. Et en fait, une fois que j'avais trouvé des participants, des commerçants que j'allais justement mettre en avant, eh bien, on est passé à la phase de gestion de projet. Donc, il faut savoir qu'en fait, il y a eu différentes étapes pour créer ce book. Il y a eu la création de textes pour rédiger les articles, pour rédiger les recettes. Il y a eu de la conception de recettes. Il y a eu des photographies culinaires. Il y a eu, bref, énormément d'étapes différentes. Et donc là, mon conseil, vraiment, quand vous avez en fait ce genre de projet assez complexe avec pas mal d'étapes différentes, ça va vraiment être de batcher votre contenu. Donc, c'est-à-dire en fait de rassembler toutes les tâches identiques, de rassembler les tâches identiques et de les faire en même temps. Donc par exemple, moi je faisais vraiment une journée juste pour créer des recettes. Et là, je créais peut-être 8 ou 10 recettes. Et ensuite, je les shootais aussi dans la foulée. Ensuite, je faisais une partie rédaction d'articles et ainsi de suite. Donc ça, vraiment, c'est une recommandation que je vous donne. Ensuite, il y a aussi justement la partie de création de contenu photo. Donc là, petit conseil, évidemment, on ne va pas rentrer forcément dans la photographie culinaire dans ce podcast parce que ce n'est pas le but, mais le but, vraiment, c'était à travers les contenus photos de pouvoir créer une ambiance pour mettre en avant les produits de mes commerçants locaux. Donc on joue sur la création d'une ambiance festive, par exemple, avec des petites touches de Noël, des petites décorations. Et ce qui marche aussi bien, c'est vous pouvez aussi utiliser le principe de l'espace négatif quand vous faites des photos parce que parfois, quand on commence en photo, on a tendance à trop vouloir charger les photos et du coup, le focus n'est plus mis sur le produit et finalement, l'œil du spectateur se perd un petit peu. Donc voilà, troisième étape, c'était donc la création de contenu photo. Ensuite, il y a eu la partie de la gestion de la relation client. Donc vraiment, ce que j'ai fait en fait, et ce que je vous recommande aussi de faire quand vous avez un client, c'est de toujours chercher en fait un petit peu l'extra mile, c'est-à-dire un petit peu la pépite, le petit service additionnel. Donc moi en fait, ma volonté, c'était vraiment en fait d'envoyer à mes commerçants le texte que j'avais rédigé, ainsi que les photos, tout simplement pour leur donner un petit peu un droit de regard, pour leur demander si cela leur convenait, pour leur permettre aussi de choisir les photos qu'ils préféraient pour l'article. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup été apprécié. Donc, pensez-y aussi tout le temps. N'hésitez pas à chercher justement cette petite pépite qui va faire que votre client reviendra vers vous parce qu'il a été particulièrement satisfait de votre service. Ensuite, la cinquième étape, ça a été la gestion de la communication. Donc là, vraiment, j'ai travaillé sur toute la mise en place d'une stratégie de communication 360. Donc ça a été une assez grosse stratégie de communication avec une partie de flyering, distribution de flyers. Il y avait aussi des pubs Facebook, une visibilité dans la presse locale, des concours. Donc voilà, le but, ça a été non seulement de créer le projet, mais quand vous créez un projet, il ne faut pas non plus imaginer que ça va se vendre tout seul comme des petits pains. Forcément, parfois, il faut aussi mettre en place une stratégie de communication. Alors bien sûr, c'est sûr que si vous êtes Apple ou Nike, vous n'aurez pas forcément la même complexité à vendre un produit, mais bien sûr, en fonction de votre produit ou de votre service, il va quand même falloir mettre en place derrière les actions de communication nécessaires. Donc ça, c'était également une étape nécessaire. Et enfin, à la fin,
une fois le projet terminé, j'ai aussi envoyé un rapport au client. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je vous recommande vraiment de faire, tout simplement parce que c'est une étape qui est souvent négligée, mais c'est super important parce que ça permet vraiment de montrer tout le travail qui a été fait, ça permet de mettre en avant tout ce travail, ça permet aussi que vos clients se rendent compte finalement qu'il y a eu beaucoup de visibilité, qu'ils ont bénéficié d'une visibilité, bref. Donc pour vous, évidemment, ça va dépendre bien sûr de votre entreprise, de votre business. Parfois, on ne peut pas envoyer des rapports, mais suivant le genre d'action que vous faites, je vous recommande vraiment de toujours penser à ça, de toujours bien finir le travail. Moi, je leur avais aussi offert un petit cadeau de Noël en plus. Donc ça encore une fois, c'est une petite pépite additionnelle. Donc voilà, pensez à soigner vos clients tout simplement parce que ça va être très important dans le processus de fidélisation client. En tout cas, ce que je trouve génial avec le projet que tu as présenté, c'est l'utilisation du marketing d'influence à bon escient. Souvent, les gens ont une image assez péjorative des influenceurs parce qu'ils l'associent au monde de la télé-réalité. Ce qui est triste parce qu'en réalité, le marketing d'influence, c'est bien plus que ça. Quand on sait l'utiliser, quand on met en place une stratégie de communication, quand on a un concept qu'on veut défendre, qu'on a des valeurs. Et donc là, je trouve que tu as vraiment réussi à lancer un projet local qui défend une cause importante et tout ça justement en utilisant tes compétences en marketing et en communication. Et par rapport à la dernière étape que tu présentais sur le lancement de ce projet, envoyer les rapports aux clients, quels ont été les KPI que tu présentais à tes partenaires? Donc KPI pour notre audience, les Key Performance Indicators. Donc voilà, si tu pouvais nous en dire plus un peu sur ces éléments. Bien sûr, avec plaisir. Alors écoute, j'ai partagé avec tous mes clients prestataires le nombre d'exemplaires papier et digitaux vendus, ainsi que le reach. Donc en fait, ça c'était le nombre de personnes touchées à travers la publicité Facebook qui avait été mise en place. J'ai aussi communiqué le nombre de flyers distribués. Il y avait aussi des affiches avec un QR code qui avait été mise chez tous les partenaires. Donc ça aussi, je l'ai mis en avant. Et il y avait aussi une visibilité à travers la presse locale, donc digitale également. Donc j'ai aussi communiqué sur tous ces différents éléments qui ont permis de mettre en avant le projet. Donc au début de ce podcast, tu as brièvement mentionné que tu travaillais à L'Oréal. J'ai aussi présenté le fait que tu as étudié à l'EHL. En quoi ton expérience a été bénéfique dans le lancement de ce projet ? Alors justement, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que je ne me suis pas vraiment présentée. Moi, nous on s'est connus ensemble à l'école. Ensuite après, j'ai étudié à l'école hôtelière à Lausanne. Et suite à ça, justement, j'ai travaillé pendant 5 ans en marketing dans le domaine beauté, cosmétique, plutôt orienté luxe. Et j'ai pu travailler notamment chez L'Oréal, mais aussi chez Shiseido, Puig. Donc c'est vraiment en fait les leaders de ce domaine, les leaders mondiaux en fait dans le domaine de tout ce qui est beauté. Et ça, c'est sûr que ça m'a apporté énormément de connaissances en marketing. Parce que finalement, je me suis beaucoup forcément inspirée de différentes techniques, de stratégies. Forcément, peut-être que si j'avais pas eu cette expérience, j'aurais eu la volonté de créer un book, j'aurais peut-être créé le book et j'aurais peut-être totalement omis la partie de communication 360, de comment est-ce qu'on va communiquer sur le projet. Donc je pense que cette approche un petit peu plus ouverture d'esprit et aussi stratégie de communication, forcément, ça a été grâce à mes expériences précédentes. Et je pense aussi que j'ai appris tout ce qui était test and learn, donc c'est-à-dire on apprend en testant. Donc on apprend en testant des nouvelles choses. Donc justement en faisant ce projet, j'ai aussi pu apprendre que certaines actions avaient été moins pertinentes, moins stratégiques que d'autres. Et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup appris dans les entreprises dans lesquelles j'avais pu travailler. Et ce qui est important aussi, c'est justement de se rendre compte que parfois, on lance un projet et il y a une petite partie du projet qui ne fonctionne pas trop, ou parfois on a peut-être un problème. Et le but justement, c'est pas de se dire « Ouh là là, il y a un problème, je suis complètement bloquée », c'est l'angoisse. C'est justement d'essayer de trouver une solution pour surmonter le problème ou de l'analyser sous un angle différent. Et donc ça m'a beaucoup aidé en fait aussi d'avoir cette vision de on apprend de ses erreurs, on apprend en faisant, et surtout l'essentiel c'est d'être focalisé aussi sur le but final et de ne pas se laisser non plus distraire par des petits accros dans le projet. Je pense que tu as soulevé un élément extrêmement important, c'est le test and learn.
souvent mes clients me disent: ah, mais quelle est la bonne méthode pour lancer un produit? Quelle est la bonne façon de communiquer? Quelles sont les bonnes pratiques? Et effectivement, il y a des bonnes pratiques, mais il n'y a pas de formule magique. Donc en fait, ça va vraiment dépendre d'un client, d'un projet, d'une clientèle, d'un objectif. Et on va constamment devoir tester, apprendre de nos erreurs et recommencer. Donc c'est tout le temps un processus itératif. Et de cette expérience que tu viens de nous présenter, tu es passé de multinationale au métier d'indépendant. Et quel est selon toi le plus grand défi quand on est indépendant? Alors, je pense qu'il y a plusieurs défis, mais on va dire que le plus grand, enfin le nerf de la guerre, je vais appeler ça comme ça, c'est vraiment de trouver des clients en fait. Parce que tout simplement, vous avez beau avoir le meilleur produit, le meilleur service, s'il n'y a personne qui est là pour l'acheter, vous allez avoir un problème en fait. Vous n'allez pas réussir en fait à faire fonctionner votre business. Vous ne pourrez pas générer des ventes. Voilà, si vous n'avez pas non plus un système aussi de génération de prospects qui est au point, vous allez vous épuiser à aller chercher aussi un client, un par un. Et pareil en fait, c'est pour ça que j'insistais sur le fait d'apporter toujours un extra mile, une pépite, parce que une fois que vous avez ces clients, le but aussi, et ça c'est un autre challenge, ça va être de les garder, de les fidéliser. Tout simplement parce que sinon vous allez vous épuiser à chaque fois à aller prospecter, à aller trouver des nouveaux clients qui vont ensuite après sortir de votre tunnel si vous n'avez pas un bon service, une bonne prestation, si vous ne savez pas comment non plus traiter ces clients. Et ça va être vraiment super dommage et ça va vraiment mettre en danger un petit peu la pérennité de votre business. Et justement, par rapport à ce challenge de trouver de nouveaux clients, les garder, tu as brièvement mentionné le concept d'entonnoir, de tunnel. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur comment générer des nouveaux prospects, les convertir en clients, les fidéliser? Comment toi, tu y es parvenu, sachant que, comme on l'a dit avant, il n'y a pas de formule magique. Mais voilà, si tu pouvais nous en dire plus sur ton expérience. Bien sûr, avec plaisir. Alors tout d'abord, je pense qu'on va faire une petite définition peut-être du terme lead gen, enfin génération de prospects. Donc voilà, ce qu'on va chercher, comme on l'a dit, c'est vraiment à générer des prospects. Donc déjà, un prospect, qu'est-ce que c'est? Un prospect, c'est un client potentiel de votre entreprise, tout simplement parce que ses besoins correspondent aux produits ou aux services que vous proposez. Après, il faut savoir qu'il existe 3 types de prospects en fait en fonction de leur intention d'achat et intérêt pour votre produit. Le prospect froid, tiède et chaud. Donc le prospect froid, c'est le prospect qui pourrait être intéressé mais qui n'a pas vraiment encore montré son intérêt. Le prospect tiède, lui, il a montré un intérêt mais il n'a pas forcément une volonté d'achat pressante. Et le prospect chaud, lui, il a vraiment un fort intérêt et une forte volonté d'achat. Donc forcément, ça en fait le prospect qui va être le plus intéressant, celui qu'on va cibler en premier, parce que forcément, c'est celui qu'on va beaucoup plus facilement pouvoir convertir en client le plus rapidement. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres types de prospects, parce qu'en fonction de votre business, vous aurez forcément au début plus ou moins de clients chauds, de prospects chauds, mais après, suivant ce que c'est, ça peut aussi diminuer dans le temps, donc d'où l'importance vraiment de ne pas négliger les prospects froids et tièdes et de vraiment mettre en place un processus pour les éduquer et pour les faire passer en fait du stade de froid à tiède à chaud. Donc ensuite, pour répondre à ta question de finalement comment attirer des prospects qualifiés et comment les faire un petit peu évoluer justement dans le tunnel jusqu'à l'achat, déjà, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ce qui va être super important, ça va vraiment être de mettre en place un bon community management. Donc vraiment une bonne gestion de votre communauté. Donc pour ça, en fait, ce qui va être capital, ça va être de mettre en place un processus de segmentation client. Donc le but en fait, ça va être de déterminer un petit peu vos clients cibles, donc de vraiment identifier les comportements de vos prospects, ses désirs, ses blocages, ses attentes, ses peurs et aussi d'identifier les touch points. Donc en fait, c'est les points de contact, c'est-à-dire en fait à quel moment dans le parcours client vous pourriez dans le parcours prospect, vous pourriez rentrer en contact avec lui. Donc ça déjà, ça va être important de bien connaître votre client, tout simplement parce qu'après, vous allez pouvoir créer un contenu. Donc là, en l'occurrence, quand je parle de contenu, je parle du contenu, on peut parler d'Instagram, des réseaux sociaux, qui apportent de la valeur à votre client. Donc en fonction, en fait, justement du stade
de votre prospect. Donc si il est froid, alors là il va vraiment falloir jouer aussi sur toute une partie éducative, l'éduquer. Enfin, il y aura la partie aussi de l'awareness, donc vraiment la connaissance. Déjà il faut qu'il ait un petit peu plus connaissance de votre produit. Ensuite il va falloir aussi, enfin produit ou service, il va falloir aussi l'éduquer, il va falloir aussi lui montrer tous les bénéfices qu'il pourra tirer grâce à votre produit ou service. Vous allez aussi devoir jouer un petit peu sur le côté storytelling, donc qui vous êtes, qui est votre entreprise, etc. Ce qui va aussi être important justement dans le parcours client, ça va, surtout sur les réseaux sociaux, ça va être aussi de montrer des témoignages. Tout simplement parce que votre prospect va aussi avoir besoin de s'identifier à d'autres personnes qui ont réussi à atteindre leur objectif, ont réussi à atteindre l'état que lui, inconsciemment ou consciemment aimerait atteindre grâce justement à votre produit ou votre service. Donc le community management, ça va vraiment être capital justement pour attirer des prospects qualifiés. Un autre moyen, ça va être de mettre en place des jeux concours. Donc par exemple sur Instagram, ce qui se fait beaucoup en fait, c'est le processus abonnez-vous, likez, commentez, identifiez un ou une amie. Alors ça c'est très bien, c'est ce que moi personnellement j'avais fait. Par contre, le seul petit point négatif, c'est que vous n'aurez pas forcément d'adresse email. Mais c'est là en fait que vous pouvez aussi la jouer de manière un petit peu plus fine. Et tout simplement, une fois que votre concours a été fait, donc une fois que le concours est terminé, ça vous aura en plus permis d'avoir plus de visibilité, plus d'abonnés, etc. Évidemment, à condition que le lot intéresse votre audience et soit suffisamment excitant. Et ensuite, ce que vous pouvez faire justement, c'est utiliser Instagram aussi comme canal de communication et en fait, regarder les personnes qui ont liké, qui ont interagi, tout simplement parce que ça montre que ces personnes ont une vraie volonté en fait de gagner votre produit et votre service. Et là, ce qui va être intéressant, ça va aussi être de mettre en place une stratégie de communication sur Instagram en vous rapprochant de ces personnes. Donc soit en commençant aussi à interagir gentiment avec leur contenu, soit tout simplement en les contactant directement. Donc encore une fois, ça va dépendre aussi de l'intérêt que vous ressentez parce que si votre prospect est froid et que vous lui envoyez tout de suite un message « Bonjour, nous avons vu votre intérêt pour notre concours, souhaiteriez-vous acheter notre produit ?» Alors évidemment, forcément, c'est sûr que vous n'allez jamais pouvoir faire passer ce prospect du stade de prospect froid à client si vous lui envoyez un message comme ça, mais vous allez justement essayer de vous rapprocher de lui de manière un petit peu plus subtile, un peu plus, un petit peu plus douce. Et en fait, ça va aussi être une possibilité de convertir ces prospects de jeux concours en clients. Après, bien sûr, vous avez d'autres techniques qui consistent pour les jeux concours à rediriger vers un formulaire externe à Instagram pour ensuite directement mettre l'adresse email. Donc ça peut marcher ou ne pas marcher parce que forcément ça rajoute encore une étape. Donc évidemment si vous offrez le nouvel iPhone avec plein de fonctionnalités et encore un MacBook, etc. Forcément si le lot est incroyable, oui forcément vous n'aurez pas trop de difficultés en fait à rediriger les personnes vers un formulaire externe et à avoir toutes les adresses email. Mais forcément si vous en offrez juste entre guillemets un bon pour un restaurant d'une valeur de 100 francs, bon, le prospect va pas forcément non plus avoir envie de faire la démarche de sortir d'Instagram pour aller ensuite remplir un formulaire. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, en fait on revient finalement au point du test and learn. Finalement c'est aussi à vous de voir un petit peu et en fonction de tester, vous pouvez tester et une fois vous pouvez constater que ça fonctionne pas et la prochaine fois essayez différemment. Donc bref, première manière, community management. Une autre façon, ça va être les jeux concours. Vous pouvez aussi proposer des ressources gratuites en ligne, donc par exemple des e-books. Moi, c'est par exemple ce que j'ai fait en fait. J'ai mis en place 3 e-books sur mon site internet et évidemment, le but c'est que quand la personne souhaite recevoir, télécharger cet e-book, eh bien en échange, elle doit donner son adresse email. Donc forcément, ça va être un prospect qui est qualifié tout simplement parce que on est encore plus avancé dans le tunnel parce que la personne, par exemple, a découvert votre compte, votre produit service sur Instagram et ensuite elle voit que vous proposez une ressource et elle est déjà plus avancée dans le processus parce qu'elle a la volonté quand même de faire entre guillemets l'effort de donner son adresse email pour recevoir une ressource gratuite. Donc là on voit que le prospect est déjà beaucoup plus tiède, chaud, il a déjà changé d'étape. Ensuite, ce que vous allez aussi pouvoir faire, c'est utiliser par exemple ActiveCampaign ou d'autres systèmes d'auto-répondeurs pour en fait mettre des tags, donc des petites étiquettes en fait, en fonction des emails que vous envoyez. Donc ça va permettre aussi de qualifier
vos prospects parce que par exemple si vous envoyez une newsletter, vous pouvez mettre une étiquette aux personnes qui cliquent sur le lien à l'intérieur de la newsletter ou qui ouvrent la newsletter, etc. Donc ça va vous permettre déjà aussi de faire une segmentation dans les différents types de prospects. Et après, c'est le processus aussi un peu plus avancé. Vous pouvez aussi mettre en place carrément des règles d'emailing pour en gros nettoyer un petit peu votre base de données client et faire finalement disparaître les prospects froids, donc c'est-à-dire les prospects qui vont jamais ouvrir les emails, qui vont jamais cliquer sur les liens, bref, en gros les personnes finalement qui n'achèteront jamais votre produit ou service parce qu'ils se sont simplement inscrits une fois, mais finalement ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Et avant, tu nous as parlé des différents KPI que tu avais présentés à tes clients pour le lancement d'un projet. Mais en ce qui concerne la génération de prospects, donc de nouveaux leads, quel KPI tu aimes suivre? Alors, ça va vraiment dépendre. Moi, je regarde justement tout ce qui est taux d'ouverture des newsletters, taux de clic. Donc voilà, les personnes qui ont cliqué sur le lien. Ensuite, après, ce qui est intéressant, c'est que forcément, on peut voir toutes les adresses email, toutes les personnes. Donc après, ça peut aussi être intéressant justement de mettre en place des actions pour leur écrire directement des messages plus ciblés, plus personnalisés. Donc voilà, je regarde les taux d'ouverture, les taux de clic, etc. Et après, sur mon blog, je regarde aussi tout ce qui est, par exemple, taux de rebond, temps passé sur une page, etc. Donc le taux de rebond, en fait, ça va mesurer le pourcentage de personnes qui quittent le site internet après avoir seulement vu une page. Donc ça, c'est des indicateurs intéressants parce que si vous avez un taux de rebond très élevé, on peut penser qu'il doit y avoir un problème. Soit c'est peut-être que votre lien vers votre site internet est mis à un endroit où les gens cliquent mais en fait ne sont pas forcément justement des prospects tièdes ou chauds, donc finalement ils cliquent juste. Par exemple, si vous mettez votre lien vers votre site internet sur Instagram ou sur certains réseaux sociaux, on a plein de personnes, on a parfois même aussi un petit peu des robots ou des entreprises qui vont essayer de vous vendre la visibilité en ligne. Ce qui se passe, c'est que ces personnes vont cliquer sur le lien, mais ensuite, ils veulent juste voir rapidement, très rapidement, et ensuite ils partent directement parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés, parce que justement, c'est pas des prospects que vous pourrez ensuite après convertir en clients. Donc ça peut aussi parfois expliquer un taux de rebond élevé. Mais en tout cas, si vous voyez que vous avez vraiment un taux de rebond élevé, dans ce cas-là, il va falloir se poser un petit peu des questions sur soit le contenu que vous apportez, soit la manière dont vous communiquez, parce que forcément, ça veut dire qu'il y aura une inadéquation entre le contenu que vous proposez et de l'autre côté, les personnes que vous essayez de cibler. Mm-hmm. Ça peut aussi être associé par exemple à une mauvaise expérience utilisateur aussi sur le site internet. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent influencer aussi le taux de rebond. D'où le test and learn. C'est vrai, oui, c'est vrai que je n'ai pas mentionné cet élément, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que si le site n'est pas très responsive, n'est pas forcément fait pour les téléphones portables, ou si ça rame, ça prend énormément de temps à charger, etc., forcément, vous avez plus de chances que vos visiteurs se découragent et puis quittent tout simplement le site. C'est aussi important de mettre le bon URL associé à la communication, au message. Donc ne mettez pas juste votre page accueil, redirigez vraiment vers le bon service ou le bon article de blog pour limiter cet effet de taux de rebond. Donc voilà, pensez-y, c'est assez important. Exact. Et après, ce qui peut être intéressant aussi sur Instagram, c'est de passer par un programme comme par exemple Linktree ou ce genre de prestataires qui en fait permettent d'avoir plusieurs... que quand vous cliquez en fait sur le lien dans la bio Instagram, vous ayez directement une page qui apparaisse avec plusieurs boutons différents. Et ça, c'est top parce que quand votre visiteur Instagram clique sur le lien, il peut voir directement podcast, ressources, recettes, collaborations, etc. Donc justement, ça permet de, comme tu disais, rediriger le visiteur au bon endroit et ça permet d'avoir moins d'impact négatif sur le taux de rebond. Tu as brièvement mentionné 2 outils que tu utilises, donc ActiveCampaign et Linktree. Et je voulais savoir quels sont les outils, tes outils favoris pour générer de nouveaux prospects, mais aussi pour récolter des données ou encore le community management. Je trouve que ce serait intéressant d'en savoir plus sur tous ces outils qui existent et ce qu'ils permettent de faire. Avec plaisir. Alors déjà moi j'ai créé mon site sur WordPress, donc WordPress c'est pas mal. Après il existe
d'autres manières de créer votre site, mais WordPress vous donne quand même un petit peu plus de flexibilité. Après, vous avez justement certains programmes qui permettent quand même de bénéficier de templates, de modèles. Donc par exemple, toi tu m'avais conseillé Divi Builder, donc que j'ai utilisé. Ça vous permet d'avoir un peu moins de complexité quand vous créez votre site. Et ensuite, ce qui va être super pour justement générer de nouveaux prospects, ça va être de mettre en place tout ce qui est justement e-book, etc., ressources offertes. Mais il faut pour ça que votre prospect tombe dessus, parce que votre prospect ne va pas forcément commencer à visiter tout votre site pour chercher les ressources qu'il pourrait télécharger. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est justement de mettre en place une fenêtre pop-up. Donc pour ça, moi j'avais utilisé le programme Thrive Leads. Et par contre, information aussi je trouve intéressante, vous avez plein de manières en fait de paramétrer ce pop-up. Et moi ce que je vous recommande en fait déjà, c'est de ne pas faire apparaître le pop-up tout de suite, parce que si votre visiteur n'a même pas le temps de regarder rapidement le site et que en même pas 2 secondes, il y a déjà le pop-up qui apparaît, forcément c'est assez agressif. Donc laissez quand même peut-être 10-15 secondes pour que le visiteur ait le temps de un petit peu se familiariser avec votre site avant d'avoir le pop-up qui apparaît. De même, je vous recommande aussi de mettre en place, d'activer le paramètre qui fait que le pop-up ne va pas apparaître, par exemple, à chaque fois que le même visiteur visite votre site. Donc pour ça, en fait, vous pouvez choisir que la fenêtre pop-up apparaisse seulement une fois par mois aux visiteurs. Donc ça encore aussi, ça va éviter en fait de faire partir directement des prospects de votre site parce que justement ils vont se sentir agressés. Donc Thrive Leads, c'était vraiment super justement pour mettre en place des pop-ups, ce genre de ressources. Ensuite, moi ce que j'avais fait aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé aussi un petit quiz sur mon site internet. Donc ça, les quiz, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien, tout simplement parce que c'est un petit peu plus interactif et que quand on fait un quiz, on a envie de connaître la réponse, etc. Et puis forcément, pour connaître la réponse, il faut donner son adresse email. Et comme on a vraiment envie, vu qu'on a déjà rempli tout le quiz, forcément, on va le faire. Et pour ça, j'avais utilisé un plugin qui s'appelle Forminator, très facile à utiliser. Donc voilà, c'est aussi une ressource que je peux vous recommander d'utiliser. Après, j'utilise aussi ActiveCampaign. En toute honnêteté, je n'ai pas encore poussé l'utilisation d'ActiveCampaign à son plein potentiel parce que, comme je vous disais, il existe énormément en fait de manières de vraiment traquer votre client aussi à partir du moment où il visite le site internet. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup fait aussi par les sites les sites e-shop où finalement vous pouvez totalement traquer le parcours du client, donc savoir si quelqu'un met par exemple un article dans le panier mais ensuite quitte. Vous pouvez mettre en place aussi des règles pour lui envoyer un email, oh vous n'avez plus envie, dommage, on a justement une promo de 10%, etc. Donc il faut savoir que voilà, tous ces systèmes d'autorépondeurs comme ActiveCampaign, ils offrent vraiment des possibilités incroyables pour mettre en place justement un parcours client et puis qualifier vos prospects. J'ai encore pas poussé le processus jusque là parce que pour l'instant moi je suis plutôt dans une optique où j'essaye d'avoir le plus de contacts possible avec mes prospects, mais après voilà, tout dépend bien sûr de votre business et du produit ou service que vous proposez. Mais en tout cas voilà, sachez qu'avec ActiveCampaign ou d'autres programmes similaires, vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Moi, comme je vous disais, j'avais aussi utilisé Linktree pour Instagram. Alors là encore, il y a des manières de voir un petit peu divergentes. Certaines personnes privilégient en fait soit pas de site internet, tout simplement pas de site internet dans la bio Insta pour que le visiteur reste vraiment sur le compte Instagram. Donc ça, c'est une option si vraiment vous avez en place en fait une stratégie de conversion qui se passe uniquement sur Instagram ou comme tout à l'heure, je donnais l'exemple du jeu concours, on va commencer à interagir avec les abonnés et tout va se passer directement en MP. Donc ça va être une première option. Et par contre, si après vous avez envie de rediriger votre prospect, votre visiteur Instagram ou abonné sur votre site, soit vous pouvez directement mettre le lien vers votre site internet. Donc dans ce cas-là, évidemment, il va falloir choisir la page la plus adaptée. Ou alors, vous avez l'option d'utiliser le programme Linktree. Donc ça vous permet aussi vraiment de rediriger votre prospect au bon endroit en fonction de ses besoins. Et il y a aussi un outil que j'utilisais auparavant, en fait, qui m'aidait aussi beaucoup dans le community management. C'était Later. Donc ça, c'est un outil qui permet de programmer tous ces posts en fait à l'avance avec les légendes et même en fait de faire de la publication automatique. Donc le petit désavantage en fait, c'est que maintenant avec tout le système de Reels, donc de vidéos sur Instagram, ça c'est pas en fait pris en compte par tous ces programmes
comme Later par exemple. Et donc finalement pour l'instant j'ai arrêté d'utiliser Later parce que finalement ça crée un petit peu plus de complexité, sachant qu'on ne peut pas poster les réels automatiquement, donc finalement après on oublie. Donc pour l'instant j'ai pas encore retrouvé de solution vraiment pour le community management. Donc finalement j'utilise en fait Notion qui est un planificateur dans lequel en fait je mets des alertes pour mes différents types de contenus et ensuite après je reçois une petite notification sur mon téléphone et donc je fais quand même le post à la main mais il est déjà quand même prêt en amont. Donc voilà, ça c'est différents outils que j'utilise pour interagir avec ma communauté et puis générer aussi des nouveaux prospects. Super intéressant. C'est vrai que personnellement, j'aime bien aussi Milkshake, qui est très similaire à Linktree. Après, personnellement, je n'ai pas vraiment vu la différence entre les deux. Ils ont tous les deux quand même l'objectif de servir de landing page, en gros, pour Instagram. J'utilise aussi pas mal HubSpot. Ils ont une version gratuite, donc c'est un CRM qui après aussi a un module de vente, marketing. Il est très complet, ça devient très vite onéreux. C'est peut-être plus un CRM pour les PME, mais c'est pas mal. Donc voilà, vous avez une multitude d'outils à votre disposition. Après, il faut choisir en fonction de votre budget et de votre objectif. Exactement, c'est ça. Et avant, tu nous as parlé justement des petits pièges liés au pop-up. Donc par exemple, faire très attention qu'ils n'apparaissent pas tout de suite, le paramétrer peut-être plutôt après 15 secondes, 20 secondes. Faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas non plus sur toutes les pages qu'une personne visite, sinon c'est un peu agressif à chaque fois de mettre fermé. Est-ce qu'il y a d'autres pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Peut-être que des pièges dans lesquels tu es toi-même tombé, mais aujourd'hui tu aimerais peut-être partager ton expérience? Ouais, avec plaisir. Alors pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas vouloir s'adresser à plusieurs cibles différentes en même temps. Donc par exemple, on va prendre un exemple simple. Typiquement, un restaurant. En fait, si vous allez dans un restaurant qui propose de la nourriture chinoise, des pizzas, des dalles, un peu de nourriture indienne, des sushis, bref, on va avoir un problème. Et clairement, c'est un super mauvais indicateur parce que moi qui ai fait de l'hôtellerie, en général, si vous allez dans ce genre de restaurant, clairement, c'est un peu des attrape-touristes, la nourriture n'est pas fraîche et rien ne va vraiment être bon, pas tout simplement parce qu'un cuisinier, il ne peut pas être expert en même temps en pizza et en sushi, forcément. Et donc, c'est un petit peu le problème justement de ces restaurants qui essayent de plaire à tout le monde, mais au final, qui ne plaisent à personne. Parce que les amateurs de sushi vont pas aller dans un restaurant comme ça, tout simplement parce qu'ils vont savoir qu'ils n'auront pas des sushis de qualité. Et de même, les personnes qui veulent manger une pizza préféreront une vraie pizzeria authentique, traditionnelle. Donc moi, c'est vrai que c'est vraiment l'erreur que j'ai fait en fait quand j'ai commencé, parce que j'aime énormément de choses. Et la volonté première en fait du blog My Sweet Discoveries, c'était plutôt de proposer un petit peu mes petites découvertes, mes petites pépites, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que après, je me suis quand même réorientée un petit peu dans la photographie culinaire, etc. Mais en même temps, j'ai voulu continuer de proposer plein de contenus différents, donc proposer des recettes de cuisine, des inspirations de décoration, des petites vidéos drôles, du contenu photo, des astuces, des tips. Et en fait, le problème quand on fait ça, c'est qu'on s'adresse à tout le monde, mais à personne en même temps. Parce que la personne qui veut vraiment, par exemple, s'améliorer en photo culinaire, elle ne sera pas forcément intéressée en fait à voir les petites inspirations décoration ou à voir finalement les musées que je vais visiter, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important en fait, surtout si vous avez une PME ou une entreprise relativement petite, évidemment après, si vous avez une structure plus grande, vous aurez forcément plus de moyens à disposition, donc vous pourrez vous permettre de mettre en place des stratégies de communication pour parler à plein de cibles en même temps, mais forcément la stratégie ne sera pas la même. Mais dans un premier temps, si vous êtes un ou une indépendante ou une PME, ce que je vous recommande, c'est de commencer par cibler une personne, donc un persona, et de créer votre stratégie de communication pour cette personne-là. Tout simplement parce que ça sera beaucoup plus percutant et parce que la personne va totalement s'identifier en vous, alors que si vous commencez à partir dans tous les sens, dans toutes les directions, en fait la personne ne va pas totalement se retrouver en vous. Donc moi c'est vrai que là je vais aussi commencer à me mettre aussi un petit peu plus en avant, moi en facecam, aussi avec le storytelling, etc. Tout simplement parce que je me suis aperçue que c'est quelque chose qui fonctionne mieux
pour moi, enfin pour mon compte Instagram, et aussi que mes clients actuels me disent ah mais moi vraiment ce qui m'a vraiment plu c'est toi, c'est ton énergie, c'est ta bienveillance, et que bah voilà c'est vraiment cool aussi de voir ton évolution de multinationale à ça, c'est hyper inspirant, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir finalement qu'est-ce que votre client, enfin votre prospect pense, et en fonction forcément de lui donner aussi ce qu'il veut, de répondre à ses questions, à ses attentes, et voilà, de créer un contenu qui lui apporte de la valeur à lui et pas à la terre entière, forcément, parce que sinon personne ne sera satisfait. Et merci beaucoup en tout cas pour ce partage des différents pièges dans lesquels ne pas tomber. Et est-ce que tu as aussi des conseils à partager sur le lancement d'une activité entrepreneuriale ou justement sur le métier d'indépendant? Avec plaisir. Alors déjà, je pense qu'il faut être assez organisé, assez structuré. Donc vraiment mettre en place vos objectifs, un plan d'action, etc. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'avoir la vision long terme. Parce que selon moi, en fait, quand on débute, on a tendance à avoir un petit peu les mains dans le cambouis, donc à penser à régler tous les petits problèmes du quotidien, etc. Et ça, moi, c'est encore un peu un de mes challenges, c'est de penser en fait à faire un pas en arrière et à regarder finalement la vision long terme du business. Parce que oui, ça va être bien aujourd'hui de rédiger une newsletter, de créer mon contenu pour les 30 prochains jours, etc. Mais finalement, est-ce que ça va m'aider à atteindre mon objectif long terme? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment stratégique? Est-ce qu'il faut passer 1 heure et demie à rédiger cette newsletter-là maintenant? Et en fait, voilà, pour moi, il ne faut pas avoir une vision que micro, au jour le jour, du détail, de vite. Il faut justement pouvoir de temps en temps avoir une vision un petit peu plus globale, un peu plus long terme sur le business, parce que pour moi, c'est ça qui va permettre aussi de mettre en place les bonnes actions. Et ça me fait aussi penser en fait à la loi de Pareto, donc en fait le 20-80, donc à savoir que finalement dans la vie, tout fonctionne par 20-80, donc c'est 20% de vos clients qui vous ramèneront par exemple 80% de votre chiffre d'affaires, voilà. Et donc ça, pour moi, c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaye de plus prêter attention. Quand je fais une action, c'est de me dire, bon, ok, est-ce que cette action, elle va vraiment avoir une importance significative? Ou est-ce que cette action, elle va faire partie justement des 80% de mes actions, entre guillemets, un peu inutiles, qui vont seulement générer 20% de mon chiffre d'affaires? Donc, essayez finalement de mesurer l'effort. Moi, personnellement, je ne suis pas trop du genre à mesurer l'effort. Le problème, c'est que si vous voulez, enfin, c'est pas du tout prétentieux, mais j'ai tendance à être motivé forcément quand on commence son propre projet. On a plein d'énergie, on a envie, on y va, on a de l'énergie. Mais pensez quand même à mesurer l'effort, parce qu'en fait, il va quand même falloir, finalement, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Il va falloir quand même tenir sur le long terme. C'est pas un sprint. Donc si en fait, vous mettez tous vos efforts le premier mois, que vous travaillez nuit et jour, en fait, ça va aller pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais en fait, au bout d'un moment, vous allez vraiment ne plus en pouvoir. Et finalement, vous serez tellement finalement dans les micro-tâches que vous aurez aussi probablement un peu perdu la vision long terme. Donc pensez toujours, vision long terme, et pensez toujours finalement, est-ce que cette tâche est vraiment stratégique, pertinente pour mon business? Est-ce que vraiment ça va m'apporter aussi du revenu? Ou est-ce que c'est juste une tâche pour faire joli? Voilà, donc ça serait 2 de mes conseils. Je ne sais pas si c'est suffisant ou si tu en souhaites plus. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, d'avoir partagé ton expérience. Et peut-être avant de clôturer cette séance, est-ce que tu as un mot de la fin à partager? Mais oui, avec plaisir. Pour moi, le mot de la fin, c'est peut-être un petit peu bateau, mais ça serait vraiment de croire en vos rêves. Et surtout, ne vous découragez pas, parce que c'est pas parce qu'un chemin n'a pas fonctionné que vous devez abandonner. Il faut savoir en plus que dans l'entrepreneuriat, et même d'ailleurs partout, dans toutes les entreprises, c'est pas possible d'avoir une réussite à 100%. Enfin, vous allez envoyer des devis, vous n'aurez jamais un taux de conversion de 100%. Parfois, il y a des choses qui ne vont pas forcément fonctionner, mais c'est pas grave. Si vous êtes vraiment motivé, si vous avez vraiment foi en votre projet, il va falloir justement trouver un chemin transversal pour arriver à votre objectif. Donc vraiment, finalement, si vous avez l'envie, si vous avez la motivation, gardez cette motivation et gardez surtout une pensée positive, parce qu'en fait, la pensée, c'est ça qui va tout déterminer. Si vous commencez à avoir une pensée défaitiste, négative, forcément aussi, vous allez attirer que des mauvaises choses, du négativisme, alors que si vous avez une pensée positive, finalement,
les problèmes, vous ne les verrez même plus forcément comme des problèmes, vous allez plus les voir comme des opportunités ou des challenges de s'améliorer, de faire différemment. Peut-être qu'on est arrivé à la fin d'une partie du business, peut-être que c'est le moment de se réinventer. Et je pense qu'un super exemple justement pour boucler la boucle, on a parlé au début de la crise Covid, pour laquelle justement j'avais créé ce projet de Book Our Sweet Christmas. Et pour moi la crise Covid en fait ça a été un super bon exemple en fait de l'état d'esprit des personnes. Il y a eu des personnes, évidemment, alors je minimise pas la difficulté et la tragédie, hein, mais il y a justement eu une partie des entrepreneurs, des PME qui se sont dit ok bon d'accord, on est dans une situation critique, forcément on a moins de clients. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même aller chercher ces clients, on va réinventer un business. Par exemple, il y a des personnes qui ont fait fortune durant la crise Covid. Je pense notamment à TSE, donc Train, Sweat, Eat. Donc c'était en fait Sissi Mua, c'était en fait une coach, c'est une coach en fait en fitness, etc. aussi avec son compagnon. Eux, à la base, ils avaient déjà une petite activité, etc. Ils faisaient des vidéos YouTube. En fait, ils ont profité, en fait, ils ont saisi un petit peu l'opportunité entre guillemets de cette crise pour proposer des lives, etc. Et finalement, ils ont développé clairement un empire là autour, où ensuite ils ont créé une application. Portable, ils ont créé une gamme de produits alimentaires, enfin de poudres protéinées, etc., etc. Bref, ils ont créé vraiment un empire. Donc d'un côté, il y avait ces personnes qui finalement ont su voir une opportunité dans, on va dire, un petit peu une situation vraiment critique. Et de l'autre côté, il y avait les personnes qui sont complètement laissées démotivées par la situation. Donc le conseil, ça serait vraiment de finalement, derrière chaque situation difficile, il y a toujours quand même une opportunité. Donc réfléchissez toujours à l'opportunité et puis croyez-y jusqu'au bout, croyez en vous et croyez en votre projet.